Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire aujourd'hui consacré au vieillissement du cerveau et aux solutions qui existent pour ralentir le vieillissement et puis se protéger et prévenir ce qu'on appelle les maladies neurodégénératives qui atteignent de plus en plus une frange grandissante de la population. Nous avons pour en parler un spécialiste des spécialistes, Terence Erickson. Bonjour Terence, Bonjour François. tu vas bien? Très bien et toi? Impeccable. Merci. Enfin déconfiné dans mon labo. Enfin, la vraie vie revient. Ouais. Tu es chercheur, tu es spécialisé en ce qu'on va appeler les neurosciences très rapidement, si tu voudras détailler. Tu pourras à l'Institut Curie à Paris et tu te passionnes pour ces domaines de recherche et toutes les connaissances que tu as acquises vont nous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur les manières que nous avons de pouvoir ralentir le vieillissement cérébral. Parce que donc on sait maintenant que la pyramide des âges en Occident en général est telle que ce qu'on a appelé la génération des baby-boomers, de tous ces enfants qui sont nés à l'après-guerre, et bien maintenant arrive à la génération de ce qu'on appelle les papy-boomers, donc des gens de 70 ans et plus, et qui dit vieillissement du cerveau, et donc ralentissement du cerveau, rétrécissement du cerveau, et hélas, maladie neurodégénérative, car on sait qu'actuellement en France, il y a 1 million de cas de gens qui ont la maladie d'Alzheimer, et c'est un chiffre qui devrait doubler dans les 20 à 25 ans qui viennent, ce qui va faire peser un poids extraordinaire sur les familles, sur les patients en premier lieu évidemment, sur la société, sur les coûts de soins et de santé. Donc autant prendre son cerveau en main et la santé de son cerveau le plus vite et le plus tôt possible. Terence, je voulais commencer effectivement avec toi, avec cette particularité sur le vieillissement du cerveau. Je me demandais si le cerveau est un organe qui vieillit à la même vitesse que les autres organes, ou c'est un organe qui peut vieillir plus vite, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont des démences ou des Alzheimer, ce qu'on appelle précoces, c'est-à-dire des gens à 60 ans, alors que le reste de leur corps va bien, la santé cardiaque est bonne, digestive et tout ce qu'on veut. Pour le coup, le cerveau, lui, dégénère un peu plus vite. Est-ce qu'il y aurait un âge différent de vieillissement de cet organe par rapport au corps en général ou aux autres organes? Alors c'est une excellente question, hein, la question du vieillissement du cerveau, qui sous-entend celle du vieillissement en fait des neurones. Pour comprendre justement ce vieillissement du cerveau, il faut comprendre celui des neurones. Les neurones, c'est vraiment parmi les cellules, enfin moi je les trouve incroyables, mais les cellules les plus complexes de notre corps. On en a 86 milliards dans le cerveau. Donc c'est Susanne Herculano Ouzel qui a fait le décompte assez récemment. On le sait depuis très récemment, enfin depuis très peu de temps. Hein. Donc 86 milliards de neurones, chacun a environ en moyenne 10 000 connexions. Donc ça fait 10 puissance 15 connexions au total dans notre cerveau, hein, dans notre cerveau qui se résume à mettre nos deux points côte à côte pour faire le volume. Donc en effet, comprendre ces neurones, c'est hyper important. Et il faut comprendre une chose très importante, c'est que ces 86 milliards de neurones, c'est les mêmes de notre naissance jusqu'à notre mort. Et quand on comprend ça, on comprend à quel point c'est hyper important de prendre soin de son cerveau le plus tôt possible, hein, comme tu le disais, hein, pour éviter ces fameuses démences qui peuvent parfois commencer de manière précoce. Pourquoi on a ces neurones qui durent aussi longtemps que nous? Et ben c'est tout simple, c'est parce que du coup je vous ai expliqué cette complexité du réseau de neurones avec ces 10 000 connexions moyennes par neurone. D'ailleurs pour la petite anecdote, c'est pas le cerveau qui contient le plus de neurones, c'est le cervelet, donc qui est une autre partie qui gère des fonctions cognitives surtout liées aux fonctions motrices. Donc il y a bien plus de neurones dans le cervelet que dans le neurone. Il y en a aussi beaucoup dans l'intestin, il y en a 200 millions, donc c'est autant que le cerveau d'un petit chat ou d'un petit chien. Et vous imaginez bien que si on a un neurone qui meurt, le remplacer et remplacer toute l'architecture du réseau, refaire toutes les connexions, c'est un défi pour le cerveau technologique beaucoup trop compliqué. Donc, quand on a un neurone qui meurt, il meurt tout simplement et il n'est pas remplacé. C'est pour ça que c'est hyper important de prendre soin le plus rapidement possible de son cerveau et que les neurones qu'on a dès qu'on est enfant ou même dès qu'on est adolescent, si vous commencez par exemple à fumer ou à boire beaucoup d'alcool, ils vont directement être impactés puisque ça sera les mêmes neurones qui seront touchés plus tard lorsque vous allez vieillir. Donc c'est hyper important de comprendre ça. Et en même temps, quand même, parce que on est là pour être positif et montrer à quel point toutes ces potentialités elles sont cachées dans le cerveau. On a des récentes études qui montrent notamment que
en théorie, si le cerveau, si les neurones pouvaient continuer à vivre sans être indépendants de l'environnement, et notamment, je pense qu'on y reviendra sur l'épigénétique, nos neurones seraient normalement capables de vivre plus longtemps que l'espérance de vie humaine, qui est environ de 80 ans en ce moment, mais qu'on pense jusqu'à 120 ans au niveau génétique. Et nos cerveaux pourraient, enfin nos neurones pourraient normalement vivre encore plus longtemps, jusqu'à, alors on a des études qui montrent peut-être jusqu'à 150, 200 ans. Donc c'est pour dire que, en théorie, nos neurones, ils sont faits pour vivre très longtemps, et même plus longtemps que nous. Donc tu vois bien que à quel point c'est pas nos neurones qui peuvent être à un moment se dégénérer ou quoi que ce soit, mais c'est bien tout notre environnement de vie, notre alimentation, nos relations sociales, qui font que bah voilà, notre cerveau peut vieillir plus ou moins rapidement. Et du coup, on en vient à ta vraie question. Pourquoi on peut avoir des démences qui parfois se déclenchent plus vite? Et ben, ça va être typiquement, voilà, l'environnement, comment on vit autour de nous, par rapport à notre style de vie, par rapport à nos relations sociales, notre mémoire, notre activité physique, notre manière aussi psychologique d'aborder la vie, hein, peut-être d'avoir aussi des barrières mentales qui font qu'on on se met parfois trop de barrières. Ça va être hyper important. Donc toutes ces choses-là, on va pouvoir voir au fil du séminaire, du webinaire, comment on peut agir de manière antérograde, donc avant que ça se déclenche. Ce qui est hyper important à comprendre aussi, je voulais juste finir sur ce petit disclaimer avant de continuer, c'est que tout ce que je vais vous proposer, alors moi je suis neuroscientifique, j'ai fait des études en neurosciences et un petit peu aussi en génétique. Je dis un petit peu parce que pour être reconnu généticien, il faut faire beaucoup d'études. Moi j'ai juste fait quelques analyses, donc c'est vraiment pas ce qui fait de moi un généticien, mais voilà, je comprends le vocabulaire. Et en gros, avec mon approche moléculaire, cellulaire, génétique, j'ai l'approche globale des neurosciences, mais j'ai pas l'approche personnalisée. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis, c'est de manière globale, mais chacun, vous savez, chacun est différent, chacun réagit différemment à une molécule, à une allergie, à un traitement, et vous n'aurez pas meilleur conseil que votre médecin ou votre nutritionniste qui, lui, va donner un conseil personnalisé. Donc tout ce qu'on va dire aujourd'hui, ça va être des consensus scientifiques sur la neuroscience et le vieillissement et le cerveau, et la longévité du cerveau, mais à aucun moment, voilà, c'est un avis définitif sur vous-même. C'est juste vous donner des clés pour mieux comprendre ce qui se passe, et ben peut-être avoir, vous, la capacité d'agir aussi directement. Voilà, pour l'introduction. Allez, on attend ça de toi, des clés concrètes. Dis-moi, est-ce que tu peux confirmer ou pas une information qu'on entend souvent, à savoir que grosso modo notre réserve de neurones complète est faite à 18 ans, 20 ans, et qu'après on ne fait qu'en perdre. Et donc en fait, ce vieillissement est assez inéluctable et commence finalement très jeune pour pouvoir atteindre des états de dégénérescence qui sont pathologiques, ou bien naturellement on va oublier, ou bien naturellement le cerveau va rétrécir, va changer de masse. Alors est-ce que c'est vrai qu'à partir de 20 ans, c'est définitif en termes de quantité et qu'après on ne fait que perdre? Ouais, alors 20 ans, c'est même plus précisément l'âge définitif où on a les réseaux du lobe frontal. Donc c'est normalement l'un des derniers lobes. Alors vous savez, votre cerveau, il a plusieurs parties, plusieurs lobes. Le lobe frontal, hein, pour le front tout simplement, c'est le dernier qui se met en place en termes de connexion, et il se met en place en effet vers 18-20 ans définitivement. Mais déjà, on a pas mal. Alors, tu parles de 20 ans, 18 ans, mais on a pas mal d'autres régions qui sont définitives en termes de réseau, même bien avant ça. Hein. On a notamment quand on est, il faut vraiment se mettre ça en tête, c'est qu'on a déjà le nombre de neurones définitifs, ces fameux 86 milliards. Et de la naissance jusqu'à ces fameux 18-20 ans, ce qui va changer, c'est juste les connexions. C'est-à-dire qu'on va avoir, c'est un peu comme si on avait tout le matériel. Imaginez un peu un ordinateur où vous avez un écran, un clavier, une souris, etc. Et ça, vous l'avez à la naissance, mais en fonction de comment vous vivez, vous pouvez les brancher à différentes manières. Vous pouvez mettre l'écran sur le côté, ou je sais pas, ou mettre la souris sur une autre prise USB. C'est un peu ça ce qui se passe. Et il faut voir que ça, on peut y jouer jusqu'à environ 18-20 ans. Et après, on commence à être vraiment sur un cerveau mature en termes de connexion. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut plus rien faire.
Au contraire, on va voir à quel point on peut continuer à changer. Je pense que le mot plasticité cérébrale, vous le connaissez, c'est un mot très important dans les neurosciences, notamment cognitives. On pourra y venir. Mais la plasticité du cerveau, cette capacité à continuer à apprendre, etc., euh, elle est différente des réseaux qui se mettent en place jusqu'à justement 18 ans, qui font que on va avoir un début du vieillissement dès 20 ans en fait, parce que 20 ans c'est la période de la maturité sexuelle, ça c'est vraiment le mot-clé. Maturité sexuelle chez n'importe quel mammifère en tout cas, ça veut dire on stoppe la croissance, c'est un peu ce qu'on appelle aussi la puberté chez l'homme, et du coup on va être 100% en tant qu'espèce à donner de l'énergie à reproduire notre espèce. Ce qui fait qu'on est en bonne santé sexuelle, encore une fois, donc maturité sexuelle, jusqu'à, chez l'homme, à la ménopause. Ce que je veux dire par là, pourquoi on parle de sexualité pour parler de reproduction, pour parler de cerveau et de vieillissement, c'est parce que du coup, c'est notre biologie. La biologie évolutive, la théorie de l'évolution, c'est ce qu'elle décrit. C'est-à-dire que toutes nos espèces, elles évoluent pour être à un moment donné sur la période de maturité sexuelle entièrement dédiées à produire la meilleure descendance. Et puis une fois que c'est fini, on préfère laisser le cerveau, enfin la biologie de l'évolution, préfère laisser le cerveau et le corps dépérir, mais en étant sûr d'avoir transmis les gènes via une reproduction. Donc ça, c'est vraiment la théorie de base, ce qui fait que du coup, bah voilà, on est un peu programmé génétiquement notamment pour, à partir d'un certain moment, donc on a cette fameuse période clé, 20 ans pour la fin de la création du réseau et environ la ménopause, l'âge de la ménopause, donc environ 40 ans, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. C'est l'âge, hein, pas la ménopause, bien sûr. Ouais. C'est vraiment la partie où on commence à être 100% à avoir des gènes qui vont être juste là pour nous dégrader. Et vous comprenez bien que d'un point de vue évolution, il faut même mieux avoir des organismes qui se dégradent, qui évitent de se reproduire trop tard pour avoir des enfants qui sont pas forcément de bonne qualité. Hein. Donc je parle ça pas pour les humains évidemment, mais je parle dans le monde animal en général. Je sais pas si vous comprenez, c'est un peu des notions un peu complexes de biologie évolutive, mais ça permet de voir justement à quel point le vieillissement du cerveau, c'est pas du tout 70 ans, 80 ans, c'est bien plus tôt. Alors, c'est pas du tout une mauvaise chose, c'est pas du tout irréversible, au contraire, on va le voir, mais il faut prendre conscience que c'est assez tôt et que dès maintenant, enfin, moi, dès mon âge, je suis très jeune, j'ai moins de 30 ans, je commence à prendre soin de mon cerveau parce que je sais que les neurones que j'ai actuellement, ça sera les mêmes que j'aurai quand je serai plus vieux. D'accord. Revenons effectivement sur ce point de neurosciences important, et puis même de la vie de tous les jours qui est important que tu as utilisé, qui est la plasticité cérébrale. Parce que je crois que c'est une notion qui est pleine d'optimisme, parce que ça veut dire, est-ce que c'est vrai, que je pourrais apprendre à jouer de la musique et du violoncelle à 60 ans, et que je pourrais apprendre une langue étrangère à 45 ans, et que je pourrais encore faire des mots croisés à 85? Est-ce que c'est ça ce que ça veut dire? Oui, exactement. En fait, il y a quelque chose de presque philosophique, psychologique, métaphysique avant ça, avant d'aller parler de la biologie. C'est-à-dire que moi, en tant que humain, voilà, au sens large, je trouve ça très dommage qu'il y ait des gens qui, à partir d'un certain âge, à partir de, je sais pas, même 70 ans, même peut-être 40 ans, se disent ah, ça y est, je suis trop vieux pour faire ça. Je suis trop vieux pour faire un voyage. Je suis trop vieux pour apprendre une nouvelle langue. Je suis trop vieux pour apprendre les mathématiques, pour un nouvel instrument de musique, comme tu dis. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Pourquoi en plus, il y a un peu ce culte de assumer son âge. Alors certes, c'est très bien d'assumer son âge, d'assumer son regard, d'assumer ce qu'on est physiquement. Mais je pense qu'il n'y a aucun mérite au contraire, on mérite vraiment pas ça, d'assumer ce qu'on est à l'intérieur. C'est-à-dire que il y a Charles Gounod, ce fameux compositeur français, qui disait c'est le logement qui vieillit, ce n'est pas le locataire. Je trouvais cette phrase très belle. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que certes, on peut assumer son corps et ce qu'on devient, mais il faut pas du tout se donner des barrières mentales en disant voilà, je commence à vieillir à l'intérieur de moi. Et du coup, j'ai plus la capacité à mon âge de faire telle ou telle chose. Ça, je trouve ça très dommage. C'est pour ça que la recherche, les sciences de la longévité, notamment au niveau du cerveau, elles sont hyper importantes parce que pour moi, elles sont profondément altruistes. Elles sont profondément aussi philanthropes, dans le sens où ce n'est pas juste égoïste, c'est je veux que chacun puisse continuer à vivre sa vie en pleine santé, aussi bien son intégrité physique que mentale.
Donc, ça me fait penser aussi à, alors j'ai même parlé des citations, mais il y a un poème d'André Chédid qui dit ça aussi, c'est abolis ton âge, puis après revêt ton âge. Euh, c'est oublie ta marche, puis pénètre ta marche, et puis à n'en plus finir recommence. Et c'est un poème très intéressant parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut savoir oublier son âge à un moment pour se dire, si j'oublie mon âge, qu'est-ce que je suis capable de faire? Donc, peut-être vous pouvez le faire, hein. Vous faites l'exercice devant vous, ouais, vous pouvez fermer les yeux pendant quelques secondes, vous fermez les yeux, vous dites j'oublie mon âge, et vous vous demandez si je ne sais plus quel âge j'ai, qu'est-ce que je suis capable de faire. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous rendre compte que si je ne sais pas quel âge j'ai, rien ne m'interdit d'apprendre une nouvelle langue, de partir en vacances très loin au bout du monde, d'apprendre un nouvel instrument de musique. Voilà. Donc en fait, tout ce qui nous contraint est très souvent lié à notre âge. Et c'est ça que moi j'aime vraiment aller chercher chez les gens, changer ce paradigme-là et ne plus être dépendant de barrières mentales par rapport à l'âge. Donc c'est pour ça que déjà, ce que je te disais par rapport à l'aspect psychologique, avant d'aller parler alimentation, sport, santé, etc., le vieillissement du cerveau, c'est surtout mental. C'est-à-dire qu'on se met aussi des barrières qui font que du coup, ça fait un peu comme une sorte de prophétie autoréalisatrice, tu vois. Si on se dit, voilà, je fais moins bien, je sais moins faire de choses, et on va encore moins être capable de faire ces mêmes choses. Alors qu'au contraire, si on change de paradigme, et si on se dit, je ne fais plus les choses parce que j'ai l'âge de le faire, mais je fais les choses parce que j'ai la motivation de le faire, et là, voilà, on va être tiré vers le haut et on va avoir vraiment c'est un peu ces notions de réserve cognitive, réserve mentale. On va aller continuer à stimuler notre réserve, les neurones qui nous restent. La réserve cognitive, qui est une notion très importante, on pourrait y revenir sur alors aussi bien réserve cérébrale que réserve cognitive. C'est des notions très importantes, notamment qu'on retrouve pour aussi prévenir de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, on pourra y venir aussi, qui sont aussi très bien étudiés et qui font partie de véritables consensus scientifiques. D'accord. Alors tu parles effectivement très très judicieusement du facteur psychologique et personnel qui peut être une barrière et tellement un frein à la vie du cerveau en limitant sa stimulation tout simplement. Mais quand même, il y a d'autres, on sait qu'il y a d'autres facteurs et des facteurs extérieurs qui accélèrent le vieillissement du cerveau et qui nuisent au bon fonctionnement du cerveau. Est-ce que tu pourrais nous citer les grands facteurs qui sont délétères pour la santé du cerveau et desquels il faut se prévenir? Oui, évidemment. Alors moi, je pense tout de suite à l'épigénétique. L'épigénétique, c'est justement comment notre environnement modifie notre génétique. Alors peut-être en une seconde, enfin en une phrase de vulgarisation, votre génétique, c'est la recette de votre corps, c'est la recette des protéines, ces petits moteurs moléculaires, c'est la recette pour construire tout votre corps, etc. Et l'épigénétique, c'est comment votre environnement va influencer votre génétique. Pour comprendre ça, on a plein de petits exemples très simples à comprendre, notamment les larves d'abeilles. Voilà, une même larve d'abeille avec avec la même génétique peut soit devenir une abeille normale, soit peut devenir une reine chez les abeilles. Et ça dépend de l'environnement, selon comment la larve a été incubée, on va dire, pour utiliser les termes scientifiques, ou encore les œufs de tortue. Voilà, selon la température, un même œuf de tortue avec le même gène peut devenir soit femelle ou soit mâle selon la température. Donc ça, c'est l'épigénétique. J'espère que vous avez bien compris ce que c'est. Et chez l'humain, ça permet d'avoir des gènes qui vont s'exprimer différemment. Donc un fonctionnement différemment du cerveau par rapport avec l'âge. Donc ça, c'est très très important parce que tu verras que beaucoup de notre style de vie, comme on l'appelle, et notamment nos relations sociales, on pourrait y revenir un peu après, notre style de vie, du coup, c'est notre environnement et influence directement sur le cerveau. Peut-être le mieux, c'est de encore donner un exemple. On peut prendre la pollution, parce que la pollution, on commence à bien comprendre comment ça fonctionne. Vous avez sûrement entendu parler de ces fameuses particules dans l'air. Les particules dans l'air, il y en a une qui est connue, c'est la magnétite. La magnétite, elle a une particularité pas très sympathique, c'est qu'elle rentre facilement dans le nez, et notamment elle va venir se loger au niveau des nerfs olfactifs, donc les nerfs qui permettent d'avoir l'odorat.
Ces nerfs olfactifs, ils sont très proches du cerveau, comme vous en doutez, et du coup, la magnétite, qui est une particule de pollution, va très facilement rentrer dans le cerveau via les nerfs olfactifs. Et en rentrant dans le cerveau, notre cerveau ne sait pas quoi faire de cette magnétite, de cette petite particule, et du coup, notre cerveau va la stocker dans le neurone, dans une petite vésicule qu'on appelle lysosome ou endosome, et puis elle va rester là, stockée. Et vous vous rendez bien compte que quelque chose qui reste stocké dans le cerveau très longtemps, ça peut rouiller, ça peut. Quand j'appelle rouiller, ça veut dire vraiment, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment l'oxydation cellulaire, l'oxydation des protéines, c'est la rouille. Et si on a plein de paquets qui s'accumulent de déchets dans les neurones, on va avoir de plus en plus de rouille, de plus en plus de toxicité. Donc c'est exactement ça. Donc vous imaginez bien que la pollution, c'est pas quelque chose de magique, c'est de vraies particules qui rentrent vraiment dans le neurone, qui rentrent vraiment à l'intérieur de vos cellules et qui vont devenir plus toxiques. Et qu'est-ce qui génère, excuse-moi, de la magnétite? Ça vient d'où? C'est quoi la source de cette pollution? Ouais, on va avoir typiquement voilà les voitures avec moteur à combustion, donc tous les gaz d'échappement. D'accord. Voilà, donc magnétite, qui ouais tout ce qui va être issu d'une combustion, en fait, voilà, notamment par rapport à l'essence, sans rentrer dans les détails. Mais après, il y a plein d'autres types de pollution. Hein. Là, c'est la pollution par rapport aux voitures, mais il y a la pollution par rapport aussi à tout notre environnement intérieur. Je pense que avec le confinement, on est resté très souvent chez soi. On vous dit d'aérer, c'est pour une bonne raison aussi. Hein. Pourquoi aérer? C'est parce que tous les produits ménagers sont pas très bons. Et ce qui est encore plus mauvais, et là, ce qui fait justement vieillir le cerveau, c'est les fumées de combustion, je vous en ai parlé, mais pas celles des moteurs de vos voitures, mais celles de votre cuisine. Quand vous faites cuisiner et que vous avez du noir qui peut apparaître sur les aliments, ce qui peut être très bon si vous êtes un barbecue, hein, ce que vous recherchez, le côté gratiné, et ça reste quand même quelque chose, ça reste quand même un morceau de vivant qui a été carbonisé. Il y a quelque chose de carbonisé, dans le sens où c'est du carbone, hein, c'est pas juste un adjectif, et c'est pas bon pour votre organisme et c'est classé comme cancérigène. Cancérigène ou cancérogène, on entend parfois les deux, c'est la même chose. Hein. Cancérigène ou cancérogène, ça veut dire la même chose. Alors, c'est pour ça que tu vois, tout notre environnement est très important parce qu'il agit directement sur notre cerveau. Pour l'instant, je suis en train de dire qu'il agit négativement, mais on verra aussi qu'il peut agir positivement. Si tu me permets, je peux te parler d'une expérience que je trouve super, vraiment incroyable. Et en plus, on va pouvoir reboucler sur la partie un peu psychologique. C'est Hélène Langer qui a fait de Harvard qui a fait cette étude-là, où il a emmené des octogénaires dans un endroit où c'était un endroit, donc c'était pour une étude. Dans cet endroit-là, c'était une sorte de petit village, mais 20 ans plus tôt, 20 ans en arrière. C'est un village qui était resté dans son jus, où il y avait les musiques de l'époque, les vêtements de l'époque, les voitures de l'époque, etc. Et en gros, les octogénaires qui venaient ici, ils se mettaient à se remémorer des souvenirs de leur vie antérieure, et ils y sont restés pendant quelques jours. Voilà. On a vu que au bout de quelques jours, le fait d'être dans un environnement qui leur faisait rappeler des bons souvenirs, et où du coup ces personnes-là, elles avaient envie de jouer, de rire, de parler, etc. Elles étaient stimulées par leur environnement. Donc là, vous comprenez bien à quel point l'environnement est important. Et elles se sont mises à avoir des choses vraiment super sur leur bonne santé, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui ont commencé à marcher plus vite, voire même courir. Il y a des gens qui ont commencé je crois que c'était je sais plus s'ils jouaient au rugby ou je sais plus. Il y a certains octogénaires qui ont recommencé à jouer, à se lancer des ballons, comme plus tôt ils faisaient. Je trouve ça fou. Il y en a certains qui posaient leur canne. Alors encore une fois, rien de magique. C'est juste que l'environnement est très très puissant et l'épigénétique, donc cette puissance de l'environnement sur votre génétique et sur votre cerveau, elle est quasiment directe. Alors certes, dans le vieillissement, il y a des choses qui ont une certaine inertie dans le sens où il y a des choses qui sont dures à changer. Si vous avez une fragilité osseuse, ça va être très dur de remettre de la densité osseuse, par exemple. Alors que l'épigénétique, presque l'avantage, c'est que c'est assez facile. Vu que l'épigénétique, c'est directement l'expression des gènes, il suffit de quelques changements
dans vos cellules, des facteurs de transcription, on appelle ça, pour rapidement avoir un effet. Donc en plus, tu vois, on appelle une semaine, donc c'est Hélène Langer, si vous voulez aller voir cette étude. C'est voilà quelques octogénaires qui ont été remis dans un endroit qui leur plaisait, et du coup cet environnement plaisant a totalement joué sur leur état d'esprit. Leur cerveau était en bonne santé et leur cerveau a agi sur le reste de leur corps. Voilà. Donc en plus, je crois qu'on a eu des effets sur l'arthrite qui a été baissée, des effets sur une, alors pas comment dire, un rajeunissement de l'œil, mais en tout cas une diminution de la perte de la vision, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est le mot que je cherchais. Donc tu vois, et en plus on a vraiment des effets un peu partout sur l'épigénétique, c'est quelque chose d'assez global l'épigénétique. Pourquoi on pourra peut-être y revenir aussi, c'est parce que l'épigénétique agit aussi directement sur l'inflammation liée à l'âge, le fameux état pro-inflammatoire, qui est un état qui passe par le sang passe partout dans l'organisme, parce que c'est le système circulatoire. Donc t'imagines bien que, en fait, c'est vraiment un système total. C'est vraiment notre corps et tout est lié. Voilà. Donc, si tu vas jouer sur le cerveau, tu vas jouer sur ton bien-être, tu vas jouer sur les nerfs qui vont les parcourir ton corps, tu vas aller jouer sur l'inflammation qui parcourt tout le corps aussi via le système circulatoire. Vous vous rendez bien compte que voilà, tout est lié. Et si vous touchez à un truc, c'est important de toucher à tous les autres si vous voulez avoir quelque chose de très puissant. Donc c'est aussi la puissance de l'environnement. D'accord. D'accord, mais ça fait plus effectivement de doute l'impact de l'environnement sur la santé physique et psychique, ça fait plus vraiment de doute maintenant. Il y a un très joli, juste parenthèse, c'est d'un médecin japonais qui a étudié la sylvothérapie, le simple fait de se promener dans la forêt, 20 Ah minutes oui, par jour. Il oui, a fait des prélèvements de salive, d'urine, de prélèvements de sang pour mesurer le taux de très cortisol, important. du stress. Et en 20 minutes, marcher par jour dans la forêt, tous les taux négatifs, des indicateurs de mauvaise santé baissent et la santé s'améliore. Donc, tes personnes âgées dans un village, je vois tout à fait le bénéfice que ça peut apporter. Je voudrais rentrer un petit peu dans les difficultés sanitaires avec toi sur l'impact lourd des maladies neurodégénératives. Donc, quand il y a, alors je ne sais pas, est-ce que c'est une accélération, un vieillissement accéléré, pardon, du cerveau qui entraîne des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson? Est-ce qu'ils ont des facteurs génétiques? Est-ce qu'ils ont des facteurs d'apparition particuliers? Et est-ce qu'il y a évidemment des facteurs de prévention, voire même ou de rémission? Je ne sais pas. Ouais, question hyper importante. Du coup, on peut commencer par Alzheimer, qui est la première neurodégénérescence en France et même dans les pays développés en général. Je ne sais pas les chiffres pour la population mondiale. Et c'est un fléau évidemment immense. Et moi, c'est vraiment sur ce quoi j'aimerais axer mes recherches plus tard. Moi, je travaille sur des cellules souches, des thérapies de cellules souches. Alors, actuellement, je travaille sur des myopathies, donc des maladies des muscles. Donc il y a le fameux nerf qui va jusqu'au muscle qui leur dit de bouger. Hein. Mais j'aimerais bien me focus sur Alzheimer parce que pour moi c'est la plus importante. C'est celle qui touche certes le plus de gens. Tu parlais d'un chiffre très important. Voilà, il y a plus d'un million en France de gens qui sont touchés par Alzheimer. Ces chiffres vont doubler dans très très peu de temps. Hein. Je crois qu'en 2015, on était à peine à 800 000. Au début des années 2000, on était à peine à 300 000. Ça va très très vite. C'est pas parce que la maladie se propage, hein, c'est pas une maladie contagieuse, mais c'est parce que du coup on a de plus en plus de personnes âgées sur le territoire français. Donc pour moi c'est hyper important pour le nombre de personnes. Donc du coup on en revient sur l'aspect altruiste, philanthrope. Pour moi voilà, agir sur une maladie qui provoque autant de souffrances non souhaitées, parce que la souffrance souhaitée, bah, chacun fait ce qu'il veut avec, mais la souffrance non souhaitée pour moi c'est important de pouvoir agir dessus. Et puis aussi, Alzheimer, c'est évidemment un défi sanitaire et économique. C'est-à-dire que ça coûte énormément cher à la sécurité sociale. Et Dieu sait que si on pouvait avoir cet argent-là pour d'autres choses, ça pourrait être bien mieux. Hein. Je crois que c'est 160 milliards d'euros par an qui sont dédiés aux maladies liées au vieillissement. Donc pas que Alzheimer, mais toutes les maladies liées au vieillissement, dont 120 sont directement remboursés par la sécurité sociale. Donc le défi est immense. Hein. Le défi est immense. Mais voilà, pour moi, Alzheimer, en effet, c'est vraiment important de un peu mettre les mains dans le cambouis, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut pas, il faut, certes, ça va pas être drôle ce qu'on va parler, mais il faut apprendre à aimer
comment la science explique ces choses-là. Moi, j'aime véritablement explorer Alzheimer, c'est-à-dire que j'apprends à outrepasser l'aspect psychologique, et d'ailleurs je trouve beaucoup de plaisir et d'intérêt à aller explorer comment on pourrait pas avoir des moyens de traiter. Alors peut-être, petit disclaimer, Alzheimer, ça a été découvert en 1907 par Alois Alzheimer, qui du coup a donné son nom à la maladie. C'est le premier médecin qui a décrit la maladie, hein, qui est une atrophie des neurones, on pourrait y revenir. Et le truc, c'est que du coup, ça fait un siècle qu'on n'a pas du tout avancé. Ça fait un siècle qu'on n'a pas du tout de traitement pour Alzheimer. Et ça, c'est un vrai défi. Ce qui fait aussi que, tu vois, ça me motive, moi, à aller jouer dessus. Ça fait 20 ans, 30 ans de recherche pour Alzheimer pour zéro traitement. On pourra venir aussi sur Parkinson tout à l'heure, qui a, lui, plus de chance, parce qu'on a plus de traitements pour Parkinson, et même on en meurt beaucoup moins. Par contre, Alzheimer, bah, on en meurt. Et c'est ça qui fait que la maladie est très dommage. Alors, comprendre en 2 secondes ce que c'est hyper important pour moi. Parce que du coup, quand on comprend ce que c'est aussi, ça permet de mieux accepter. Et même peut-être de mieux avoir envie de le combattre quand on sait ce qui se passe. Alzheimer, alors, on ne sait pas du tout comment, comme je l'ai dit, il n'y a pas aucun traitement. Mais par contre, on sait assez bien comment ça fonctionne une fois qu'elle est mise en place. Donc, on pourra voir peut-être plus tard les causes et la génétique qu'on comprend pas trop. Mais par contre, quand c'est là, on comprend ce qui se passe. Il y a 2 choses. Il y a 2 protéines qui sont impliquées. C'est d'un côté molécule, on va dire plutôt. Il y a la amyloïde bêta et de l'autre côté, il y a la protéine tau. L'une fait des plaques qu'on appelle séniles, l'autre de la neurofibrillation, on va dire. Parce que j'ai le mot qu'en anglais, mais du coup, je vais pas l'utiliser. Et en gros, ces 2 protéines, donc protéine tau et amyloïde bêta, ces 2 molécules, pardon, plutôt. Enfin, j'essaie d'utiliser les vrais termes. C'est un peu comme ce que je disais au tout départ, c'est de la rouille. Donc, on va avoir une oxydation de ces protéines qui font qu'elles vont mal se replier. Et qui dit mal se replier, bah, veut dire être. Je sais pas si vous avez une analogie un peu. C'est un peu comme vraiment une voiture qui rouille. Hein. On va avoir, si la voiture rouille, on va avoir les engrenages de la voiture qui vont être, qui vont un peu changer de forme et qui du coup vont moins bien s'agencer. Et c'est exactement ce qui se passe. Et en gros, quand vous avez ça dans le cerveau, vous avez une agglomération des protéines. Donc on va avoir des gros paquets de protéines qui vont de plus en plus grossir. C'est un peu comme si vous vous rappelez quand je parlais de la pollution de la magnétite, on va avoir de la mise en paquet quelque part dans le cerveau, quelque part dans le neurone, qui font que ces choses-là ne vont plus pouvoir être détruites par la cellule. Ça va être des déchets, comme une sorte de décharge nucléaire ou de décharge de déchets qui va s'accumuler dans le neurone et qui va du coup être hyper toxique pour tout le neurone. Typiquement, alors le plus facile à comprendre, c'est le cas de la protéine tau. La protéine tau, elle stabilise le squelette des cellules, le cytosquelette, cytocellule en grec d'ailleurs. Grec, donc cytosquelette. Si on a déstabilisation du squelette de la cellule, on va avoir des cellules qui vont devenir, enfin des neurones qui vont devenir beaucoup moins rigides, qui vont se rétracter, et du coup, on va avoir la perte de la connexion. C'est un peu comme si vous tirez sur un fil électrique et que vous débranchiez le fil électrique. Mais là, c'est pareil. Si vous avez plus de tension dans la cellule, vous débranchez la cellule, et du coup, vous perdez les fameuses fonctions. Pour finir de juste comprendre ce que c'est Alzheimer, ça commence à 2 endroits différents, mais la partie qui est la plus facile à comprendre, c'est celle qui commence dans la partie de la mémoire, puisque la mémoire, c'est un peu le symptôme premier de la maladie d'Alzheimer. Donc, qui commence dans l'hippocampe. L'hippocampe, on en a 2. On appelle ça hippocampe parce que ça ressemble à une hippocampe. Hein. C'est quelque chose qui est un peu recourbé à l'arrière du cerveau, qui est la zone. Alors, c'est pas la zone de la mémoire en tant que telle, c'est la zone qui permet d'accéder après à la mémoire. C'est pour ça que c'est un petit peu différent. C'est pour ça que Alzheimer, si vous connaissez un peu la maladie, c'est pas la perte de la mémoire ancienne, c'est la mémoire de la perte immédiate. On a des personnes qui se rappellent plus ce qu'elles faisaient il y a un jour, par exemple. C'est parce que du coup, l'hippocampe est la zone de la mise en mémoire, et pas la zone de la mémoire en tant que telle. Puisque la mémoire, elle est plutôt dans le cortex, qui est la zone externe du cerveau. Bref, j'ai un petit peu trop loin, mais voilà. Et donc du coup, on va avoir au début des complications dans l'hippocampe, puis ça va aller
par une sorte d'effet un peu centrifuge et d'inertie, recouvrir toutes les autres zones du cerveau jusqu'à avoir une perte générale des fonctions. Donc ça, c'est Alzheimer, et le tableau, il n'est pas très drôle. Mais on va voir comment on peut jouer dessus. On a déjà dit quelques mots clés, notamment le fameux terme de réserve cognitive, de réserve cérébrale, l'alimentation, les relations sociales, on va y venir aussi. Ça, c'est hyper important. C'est tout simple, on a vraiment beaucoup d'études qui montrent qu'on a un effet significatif, important, sur faire fonctionner votre cerveau. En fait, il faut le voir un peu comme si votre cerveau était un muscle et que, comme un sportif, vous puissiez continuer à l'alimenter et à le faire fonctionner. Et en fait, il faut voir un peu votre cerveau comme on pourrait dire un peu comme un lit de rivière ou une route. Voilà. Si vous avez une route qui n'est plus entretenue, vous allez commencer à avoir de l'herbe qui va venir sur le goudron. Ou si vous avez une rivière qui est coupée, qui s'assèche, vous avez le lit de la rivière qui reste, mais qui va commencer à se remplir, etc. C'est la même chose. Si vous arrêtez de faire de fonctions cognitives, si vous arrêtez de voir des gens, de leur parler, de faire fonctionner les aires qui gèrent les relations sociales, vous allez commencer à créer des rivières asséchées dans votre cerveau. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire parce que du coup, vous allez totalement perdre des capacités cognitives et du coup, vous allez totalement faire vieillir votre cerveau. Puisque, en fait, sans même vieillir biologiquement la cellule, si vous avez des connexions en moins, vous avez des capacités en moins. Donc voilà, donc c'est hyper important de comprendre ça et que du coup, tout ce qui est, alors on l'a déjà redit, mais on va le redire parce que c'est hyper important. Il faut savoir répéter ces choses-là. Voilà, le sport. Alors le sport, j'y viendrai tout à l'heure parce que il y a vraiment plein de choses à dire en détail. Mais voilà, apprendre un nouvel instrument de musique, continuer à faire des jeux, continuer à avoir des gens, c'est hyper important. Peut-être si tu me laisses ajouter ça aussi, il y a cette notion. Alors je crois que c'est Louis Guérer qui est un neuroscientifique canadien qui développait cette notion de portfolio mental. Est-ce que j'ai je crois que c'est Louis Guérin, je vous invite à regarder, j'ai plus son nom devant moi, désolé, j'avais écrit une petite note, non désolé, qui a créé cette notion de portfolio mental. Je retrouve pas son nom. Je crois que c'est Louis Guérer, voilà. Portfolio mental, en fait, ça veut dire, c'est comme si vous aviez devant vous tout un tas de tâches à accomplir et il faut essayer d'être le plus divers possible. C'est-à-dire que c'est bien d'apprendre un nouvel instrument, c'est bien d'avoir des relations sociales, mais si vous avez tout le temps les mêmes, c'est pas la meilleure approche à faire. C'est un peu comme un sportif, si vous faites toujours le même entraînement, vous n'allez pas vous améliorer sur d'autres aspects de votre pratique sportive. Et cette notion de portfolio mental, il faut un peu l'avoir. Déjà, on peut faire la différence entre activité individuelle et activité à plusieurs. On peut l'avoir faire la différence entre une activité où on est assis ou une activité où on bouge. Et vous imaginez bien que si on fait le combo ultime, moi c'est vraiment ce que je vous préconise, l'activité parfaite, c'est celle qui réunit le maximum de choses, c'est-à-dire que on est à plusieurs et on bouge. C'est le mieux. Parce que des activités où on est tout seul et on bouge pas, c'est bien pour faire fonctionner votre cerveau. Mais il y a encore plus optimal, c'est ça que je veux dire, voilà, cette notion de portfolio. Apprendre le piano en étant assis tout seul, c'est cool. Mais si vous décidez de rejoindre un groupe de musique et que vous êtes à plusieurs et que vous êtes debout pour jouer un instrument, c'est encore plus puissant parce que vous allez avoir cette notion de portfolio mental, vous allez diversifier vos relations et vous allez encore plus faire fonctionner votre cerveau. Et donc là, vous avez encore vraiment beaucoup d'études scientifiques qui ont montré des aspects vraiment forts sur la capacité à prévenir de l'apparition des maladies neurodégénératives, des démences, dans ce cadre-là. Je finis peut-être juste sur ça en conclusion, ou plutôt en épilogue. Tout ce que je vous dis, ça n'empêche pas d'avoir la maladie, mais juste ça réduit le pourcentage d'avoir la maladie. Voilà. D'accord. Très bien. Bah oui, maintenant il faut qu'on en vienne aux solutions concrètes qui me permettent. Alors déjà, Ouais.
À quel âge est-ce qu'on met tout ça en place? À quel âge il est urgent de le faire ou il n'y a pas d'urgence particulière? Et puis, comment on décline les meilleures options, les meilleurs leviers de protection, de prévention du vieillissement du cerveau? Est-ce que ça concerne l'anti-inflammatoire, régime, un mode de vie anti-inflammatoire en général, ou pas que? Quelles activités physiques? Alors plutôt que le sport, parce que le sport, ça peut faire peur à des gens, alors qu'une activité physique comme faire du jardinage, ça en est une, marcher, ça en est une, et ça fait moins Ouais, peur. ouais, je comprends. Je comprends. Alors déjà, sur ta première question, c'était par rapport à l'âge. Comme j'ai dit, il n'y a aucun âge. C'est dès maintenant. Go. Faut y aller maintenant. Et surtout, il faut avoir le plaisir de le faire. C'est-à-dire que euh, l'un des secrets dans toutes vos, alors bien au-delà du vieillissement et du cerveau, dans toutes vos activités quotidiennes, dans tous vos projets, pour les réussir, il faut être sûr de les faire de manière passionnée et d'avoir envie de les faire, hein. C'est vraiment la clé. Du coup, je pense que commencez dès maintenant à faire attention à votre vieillissement et en tout cas à aimer la longévité du cerveau, c'est vraiment apprendre aussi à vraiment, ouais, c'est ça, aimer à faire ça. Alors, comme tu disais, le sport peut faire peur, mais pourtant, il y a quasiment aucun meilleur remède que le sport. Dans le sens où vraiment le sport, c'est quelque chose, c'est le plus complet. Je vais vous l'expliquer en 2 petites secondes, hein. Le sport agit sur l'état pro-inflammatoire justement, puisque le sport va faire que le cerveau va libérer tout un tas d'hormones et de neurotransmetteurs euh, qui sont vraiment des qu'on appelle des neuroprotecteurs. C'est la neuroprotection. Je m'explique en détail. Quand vous faites du sport, vous allez activer vos muscles, vos articulations, etc. Et du coup, votre cerveau, par compensation, il va produire plein de molécules pour aider vos muscles et vos tendons et vos ligaments à être dans l'effort, voilà, et pas avoir trop mal. Ces molécules, elles sont connues, hein. Alors j'essaie de vulgariser très, très facilement, hein. C'est tout ce qui est endomorphine, endorphine, c'est la même chose. L'adrénaline, on va avoir les sentiments de bien-être avec la sérotonine, la dopamine. Alors, ce sont des molécules que vous connaissez déjà, hein, mais qui sont vraiment des molécules bénéfiques. Alors sous un certain forcément, la dose est toujours enfin le poison est toujours dans la dose, mais là on est sur des doses qui sont vraiment abordables. Ouais, faites du sport parce que du coup, alors même faire du sport, comme tu disais, peut-être que ne serait-ce que faire du jardinage, c'est faire du sport. Tu vois, si tu fais un peu des squats pour se baisser ou quoi que ce soit, c'est déjà très bien, hein. Mais en tout cas, il faut viser, alors pas forcément l'intensité. Comme tu dis, l'intensité peut faire peur aux gens, mais il faut viser la régularité. Ça, c'est très important. C'est quasiment, alors, on pourrait presque, et je mets les mots presque avec des guillemets, hein, parler de pilule miracle, miracle, pardon, pour le sport, en tout cas l'activité physique, puisque, alors déjà, avant de revenir sur le cerveau, ça a un effet incroyable sur les maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire qu'on peut réduire drastiquement, vraiment drastiquement, en faisant de l'effort quasiment tous les jours, les maladies liées à l'âge, qui sont notamment aussi les maladies cardiovasculaires, donc les AVC, les accidents, les embolies, etc. Oui, Euh, bon, excuse-moi, et je crois que ça agit évidemment sur l'hypertension, et l'hypertension est un facteur de survenue d'Alzheimer. oui, oui, totalement. Totalement, tu fais bien de le préciser. L'hypertension est impliquée alors je crois que c'est je sais plus quelle étude parlait de ça. En gros, ils avaient montré trois. Est-ce que je l'ai devant moi? C'était juste pour vous donner le nom. Ah, Lesner. C'est une étude donc Lesner c'est une étude qui a montré justement, comme tu dis, il y avait trois grandes catégories qui faisaient qu'on pouvait agir sur la maladie d'Alzheimer. C'est enfin la tension artérielle, donc qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça agit dessus. L'activité physique, on vient d'en parler, et je vais y arriver, parce que j'ai le mot en anglais, le training, L'entraînement? l'entraînement cognitif. Voilà. Donc retenez, hein, c'est Lesner qui a dit ça, et donc qui en a parlé. L'entraînement cognitif, l'activité physique, on était en train d'en parler, et enfin la tension artérielle, donc selon si elle est bonne ou mauvaise, sont vraiment les trois points clés qui vont jouer sur l'apparition, enfin la vitesse d'apparition de la maladie d'Alzheimer. Encore une fois, ça n'évite pas de l'avoir, mais ça va vraiment drôlement jouer sur les probabilités de l'avoir, et si vous l'avez, ça va drôlement jouer sur la vitesse
de développement de la maladie. Donc, comme tu dis, tu as très bien fait de le rappeler. C'est une étude très importante qui est apparue sur le sujet et qu'il fallait en parler. Donc voilà. Donc en effet, donc on a parlé un peu ça. Donc sport, tension artérielle. On a parlé on peut parler de l'alimentation. On peut parler. On pourrait parler aussi on va parler de l'alimentation. Hein. Ouais. On pourrait parler aussi du sommeil, qui est très important. Euh, Bien sûr. Attends, pour finir sur le ouais, sport, je suis plus d'accord avec ça. Je crois que l'OMS recommande d'avoir une activité physique de 150 minutes par semaine minimum, entre 150 minutes et 300 minutes par semaine. ouais. Alors, Être un bon plateau, un bon seuil? ouais, alors moi j'ai pas les, genre, je n'ai pas les chiffres devant moi par rapport à ces chiffres-là, donc je peux pas te dire par rapport aux sources. Mais en tout cas, je peux juste te dire que c'est ce quota de minutes, ne le voyez pas comme un quota à faire d'un seul coup, un seul jour. C'est mieux de diviser en faisant un petit peu tous les jours. Voilà, ce que je disais au tout début. C'est bien plus facile d'aborder les choses comme ça, en faisant un petit peu tout le temps, que de faire une seule grosse journée. Parce que vraiment, l'épigénétique, on va en parler, etc. aussi, ça se joue dans la régularité, dans la reproduction. Mais en tout cas, ouais, faut vraiment pas avoir peur de faire du sport. C'est très très important. C'est vous jouez sur des facteurs qui sont très importants dans le développement de ces maladies-là. Et du coup, c'était ta question. J'ai bien répondu. Je sais plus s'il y avait une autre question dans ta question. Le temps d'activité physique Ah oui. de la Ouais. semaine, il y en avait un que voilà, si les seuils de l'OMS te semblaient Ouais. corrects. Oh, en tout cas, ils sont à minima très bons. Ils sont D'accord. un minima très bons. Peut-être peut-être faire un petit avertissement parce que les gens disent souvent est-ce que si je fais trop de sport à mon âge ça va être délétère. N'oubliez jamais, alors je sais plus, mais il y a ce fameux j'ai oublié son nom, la personne qui a battu qui a fait 1 heure de cyclisme sur son de route. J'ai perdu son nom, tant pis. Et en tout cas, il faut pas avoir peur. Donc, il a battu un record à plus de 100 ans sur Ah oui, 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 tout à fait. tu vois ou pas? Voilà. J'ai Oui, plus son nom. Je suis désolé. comment mais, on mais appelle un cycliste centenaire. exactement, Exactement. exactement. Mais ce qui est impressionnant, c'est ça, c'est-à-dire que ce qui est dangereux dans le sport, c'est l'intensité. C'est pas la régularité. Donc, n'ayez pas peur de faire des choses régulièrement, même très tard dans votre vie. Vraiment aucun problème. Quand je fais la différence, peut-être pour expliquer quand même, quand je fais la différence entre régularité et intensité, ce que je veux dire, c'est que par exemple, si vous prenez un joueur de tennis comme à Roland-Garros, ça c'est l'intensité. Et c'est tellement intense que on sait que les joueurs de tennis à Roland-Garros, quand ils ont fini, par exemple un joueur comme Nadal, Rafael Nadal, qui fait les 2 semaines entières, eh ben il en ressort avec des reins qui sont dans un état d'une maladie, par exemple de rénale. Il a les reins qui sont dans le même état qu'une personne qui a une maladie rénale, parce que du coup il boit tellement d'eau par jour, il doit tellement embrasser d'eau par son intensité de l'effort qu'il a des reins dans un état pitoyable, voilà pour le dire. Donc il faut la différence entre intensité et régularité. Mais voilà, si vous faites une partie de tennis, vous faites, je sais pas, 45 minutes de tennis tous les 2 jours, là, il n'y a aucun souci. Les petits soucis que vous pouvez avoir, c'est par rapport aux articulations, parce qu'on pense à l'arthrose, etc. Mais en fait, c'est un peu le fou la poule. C'est-à-dire que si vous commencez à être en bonne santé, vous allez moins développer l'arthrose, vous allez moins développer vos problèmes de dos ou de ligaments ou de tendons. En fait, tu vois, tout est lié, tout est lié. D'accord. Et tout est encore plus lié, c'est que tous nos tendons, tous nos ligaments, tous nos muscles sont reliés par des neurones, et du coup, il y a totalement un dialogue entre les deux, D'accord. encore plus. Voilà. Oui, oui. Effectivement, on a commencé à le soulever, mais un autre levier majeur, je crois, c'est l'alimentation. Une alimentation, donc tu vas peut-être nous préciser les contours, qui est Ouais, évidemment à vocation anti-inflammatoire. Alors déjà, je crois qu'il y a des aliments qui sont pro-inflammatoires, il y a ouais, des aliments qui sont anti-inflammatoires, il y a des régimes comme le régime méditerranéen, le régime DASH, oui, entendu parler, qui sont très neuroprotecteurs. Et puis, alors, une alimentation riche en oméga 3 anti-inflammatoire, riche en polyphénol, en fruits rouges, enfin bref, aide-nous à dessiner les contours d'une assiette ou peut-être un régime alimentaire sain pour le cerveau et neuroprotecteur.
Ouais, bah commençons par le régime méditerranéen, ou aussi le régime crétois. Je pense que c'est un excellent exemple pour comprendre ce qu'il faut manger pour avoir une bonne neuroprotection, protection des neurones. Pourquoi ces régimes du sud de la France et du pourtour de la Méditerranée sont très bons? C'est parce qu'ils sont riches d'un type d'aliments, enfin un certain type d'aliments qui sont du coup vraiment des neuroprotecteurs. Dans le sens où, prenons un exemple phare de ce régime crétois, c'est l'huile d'olive, en tout cas les huiles végétales. Contrairement, alors ça c'est en opposition avec les huiles d'origine animale qu'on utilise souvent dans les pays plutôt nordiques ou même en France, mais plutôt dans le nord de la France, avec voilà beaucoup de beurre ou de crème, ce qui est pas du tout une mauvaise chose. Hein. Moi j'adore la crème. Hein. Une partie de ma famille qui vient de Normandie pour preuve, mais une huile d'origine animale est constituée d'acides gras saturés. Alors, on va pas rentrer dans ce que c'est en définition, mais c'est des acides gras qui ont une conformation particulière. Alors que les huiles d'origine végétale, comme l'huile d'olive, comme l'huile de colza, l'huile de coco aussi, vont avoir des acides gras insaturés. Et insaturés, c'est une autre conformation des acides gras qui sont des acides gras qui sont bien meilleurs pour notre corps. Voilà. Donc, par exemple, sachez que toutes vos cellules sont entourées d'acides gras. Les membranes de vos cellules, c'est une membrane qu'on appelle lipidique. C'est une couche pardon, bilipidique, parce qu'il y a deux couches de lipides. Et donc les lipides, ce sont des acides gras, enfin c'est composé d'acides gras. Et du coup, bah voilà, mettre de bons acides gras, ça va permettre d'avoir une bonne santé de la membrane de la cellule, aussi bien du pourtour de la cellule que du noyau de la cellule, qui est lui-même entouré par des lipides, aussi bien que le pourtour de la mitochondrie, qui est une autre petite qui est l'usine énergétique dans vos cellules, qui elle aussi est entourée de lipides. Il y a plein de compartiments de votre cellule qui sont entourés de lipides. Donc, manger les bonnes huiles, c'est hyper important. Ce qui est aussi important dans le régime crétois, c'est évidemment l'omniprésence des fruits et légumes, et notamment des légumineuses. Et parfois, on ajoute aussi un peu les noix, selon certains. En fait, plus on a quelque chose qui est proche d'un fruit ou d'une graine, plus on va avoir de la vitalité à l'intérieur. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'un fruit ou une graine, c'est le devenir d'un prochain arbre. C'est le devenir d'une plante. Donc vous imaginez bien que c'est un concentré de vitalité pour faire repartir l'arbre, pour faire repartir la plante. Si vous prenez par exemple une noix qui est quasiment un super aliment, hein, qui est vraiment bourré de vitalité, une noix c'est sec. Et vous imaginez qu'il y a un truc sec pour faire repartir une plante, il faut vraiment beaucoup d'énergie à l'intérieur. Alors que chez nous, animaux et humains, on fait la reproduction avec nos cellules germinales et dans des conditions où il y a beaucoup d'eau et c'est bien plus facile pour faire repartir la vie. Alors imaginez faire repartir la vie quand vous êtes desséché comme une noix, c'est très dur. Ce qui fait que la noix est bourrée de protéines et de molécules qui sont vraiment protectrices pour la graine, et c'est pour ça qu'elles sont très bonnes. Donc évidemment, n'hésitez pas à manger des fruits et légumes. C'est pas pour rien qu'on dit d'en manger 5 par jour. C'est parce que du coup les régimes crétois où on mange beaucoup je pense aux tomates, aux concombres, etc. Hein, par exemple, hein, il y a plein d'autres aubergines aussi, il y a pas mal d'autres choses comme ça. C'est très important, voilà. Et aussi, du coup, on réduit la part de la viande. Alors, ce n'est pas du tout un discours anti ou pro-vegan, c'est pas du tout mon objectif. D'ailleurs, je mange aussi de la viande quand j'en ai envie, c'est pas du tout la question ici. Mais les régimes nordiques mangent plus de viande que les régimes crétois notamment. Et la viande, voilà, la viande est plus proche de la composition de notre corps, puisque quand vous mangez de la viande, vous mangez des muscles d'autres animaux, hein, typiquement. Et du coup, vu que c'est assez proche de nous, vous allez avoir des compositions similaires qui peuvent facilement, notamment on parle de l'acidification du sang, qui peuvent acidifier le sang. Et voilà, donc acidifier le sang, c'est avoir beaucoup
cette acidose qui n'est pas très bonne. Pareil, ça va être de la toxicité en fait, hein, qui va induire de l'oxydation au niveau de nos cellules. Alors peut-être là, je parle un peu de termes un peu techniques sur la biochimie, mais je pense que ça sert à rien de les vulgariser parce que c'est assez compliqué la biochimie. Hein. C'est pas une matière très joyeuse, mais retenez que manger de la viande, ça acidifie facilement. Et acidifier le sang, l'acidose, ça va de pair avec l'oxydation, qui est la rouille des cellules. Donc voilà, donc on parlait des huiles, des fruits, des légumes, l'importance de pas manger forcément trop de viande, en tout cas pas trop de viande rouge, euh, qui est classée cancérogène par l'OMS depuis peu de temps. Voilà, c'est vraiment l'une des forces de ce type de régime qui permet d'avoir vraiment une bonne santé cellulaire, parce que tu vois, on va profiter. Ah si, je peux peut-être finir juste sur un truc aussi. Par rapport aux probiotiques. Les probiotiques, c'est ce qu'on peut avoir dans des aliments, par exemple dans les yaourts, ce qu'on peut avoir dans tout ce qui est fermenté aussi. Les probiotiques, ce sont des micro-organismes vivants qu'il y a dans ce qu'on peut manger. Alors on peut se dire, voilà, je mange des bactéries, c'est mauvais. Pas du tout. Les bactéries, c'est génial pour notre intestin. Les bactéries sont présentes par millions dans notre corps. Il y a 100 fois plus de bactéries dans notre intestin pardon, que de cellules dans l'intégralité de notre corps, ce qui est totalement fou. Et manger des choses riches en probiotiques, donc riches en micro-organismes, riches en bactéries, ça permet de renouveler l'intestin. Pourquoi je vous parle de ça en relation avec le cerveau? Tout simplement parce que le cerveau est directement relié à l'intestin via le nerf vague. Euh, et du coup, on a totalement je vous avais parlé, il y avait 200 millions de neurones dans l'intestin. Et du coup, on en parlait tout à l'heure, des maladies d'Alzheimer et de Parkinson. On pense, voilà, c'est parmi les dernières études qui ont paru ces dernières années, que les causes de la maladie de Parkinson et d'Alzheimer pourraient commencer, entre autres, peut-être, possiblement. On n'est pas encore sur une théorie validée, hein, mais on pense, dès l'intestin, dès ce que l'on mange, dès la qualité des microbiotes, dès la qualité des bactéries qu'il y a dans notre intestin. Donc tu vois à quel point tout est relié, tout est hyper important, et à quel point quelque chose comme notre alimentation va influencer notre intestin, va influencer notre cerveau, va influencer notre manière de vivre et d'être avec les autres. Et où Donc est-ce c'est qu'on hyper trouve important. les probiotiques? Tu peux citer une alimentation riche en probiotiques? Oui, alors je citais les yaourts et tout ce qui est en fait à base de fermentation. Parce que du coup, la fermentation, c'est utiliser des probiotiques hein, pour certaines choses. Donc les yaourts, les fromages, on va avoir aussi les fruits fermentés, comme alors les fruits fermentés, plutôt les légumes au sens culinaire, au Ouais, sens de la cuisine fermentée, comme les cornichons lactoferment. qu'on a dans les bocaux. Là, c'est génial pour donner une petite dose de probiotiques à votre corps, c'est génial. Bon, s'il y en a qui veulent, il y a aussi, ça, on peut les trouver en forme de comprimés. Hein. C'est possible aussi de les trouver en dehors de son alimentation via des comprimés. Ouais, c'est les gros exemples que je pourrais donner en termes Et de la fruite, probiotiques. et la Tout ce qui est fruite, fruits de mer aussi, c'est très bon. Hein. Les algues, faut oser, mais les algues aussi, c'est riche en ces choses-là. Ouais. d'accord. Dis-moi une chose, donc tu as parlé d'épigénétique tout à l'heure, de l'influence de l'environnement sur les gènes. Je crois qu'il y a une composante, donc, dans la maladie d'Alzheimer, il y a une composante génétique assez forte, à savoir qu'il y a des gènes qui sont repérés assez systématiquement dans la maladie d'Alzheimer, qui sont EPO2, je crois. Ouais. Je crois que si tes deux parents ont eu Alzheimer, tu as 50% de chances de le déclencher. Si tu en as un des deux parents, tu as 25% de chances de le déclencher. Donc effectivement, on se met à jouer avec une roulette et des risques, en fait. Et donc tout ce que tu viens de nous expliquer sur la santé, l'activité physique, le sport, l'alimentation, la prévention, la réserve cognitive et les jeux de l'esprit, tout ça, ça permet en fait de réguler cette roulette qui fait qu'on a des chances de le déclencher ou pas, ou même si on le déclenche, de ralentir la progression de la maladie. Parce qu'après, donc bon, on ne peut pas éviter de vieillir, ça on a bien compris, on peut ralentir, mais on ne peut pas éviter de vieillir. Mais en revanche, ce qu'on peut faire, c'est ralentir, si j'ai bien compris, le vieillissement du cerveau, le déclenchement de maladies neurodégénératives et donc de limiter l'importance qu'elle peut avoir. C'est ça, est-ce qu'on pourrait finir sur cette note positive de se dire que même si, donc inévitablement, on va vieillir, allez, on se le dit, on va pas y couper, on peut en revanche ralentir la dégénérescence et voire ralentir la progression des maladies neurogénératives. Est-ce qu'on a bien compris, c'est ça? Oui, alors je pense on peut même tenter d'aller plus loin en termes de notes positives. Je vais rebondir sur ce que tu as dit et qui est hyper intelligent et hyper important. Hein.
Mais de plus en plus, et vraiment on est sur les prémices depuis la fin d'année 2019, depuis début 2020, même si avec le confinement on a arrêté, mais on a vraiment un bondissement, une accélération des études scientifiques qui s'intéressent à l'inversion. Et je sais que tu t'es aussi intéressé au sujet, à l'inversion du vieillissement, et que la réjuvénation, le rajeunissement des cellules, est quelque chose qui est de plus en plus envisagé. Alors là, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir avec votre alimentation, avec votre mode de pensée, votre activité, puisque ce sont des technologies et des études qui sont encore à l'état même pas clinique, qui sont en train d'être explorées dans la recherche médicale. Mais comme tu dis, c'est exactement une grosse note positive, c'est-à-dire qu'on envisage de plus en plus aujourd'hui de ne plus forcément arrêter le vieillissement, mais pourquoi pas de l'inverser et de rajeunir. Et tu comprends bien que, et pour moi c'est là la clé, elle est là, c'est-à-dire que peut-être on ne va plus attendre d'avoir une maladie pour se mettre à la traiter. On va peut-être plus attendre d'avoir Alzheimer ou un cancer pour le traiter, mais peut-être qu'on va éviter de l'avoir, peut-être avoir des traitements qui ne sont plus curatifs, mais préventifs. Et ça, c'est vraiment la médecine de demain, tu vois. Moi, c'est ce qui me passionne et c'est ce que j'essaie de faire dans mes travaux et petit à petit. Euh, Oui. c'est changer de paradigme, tu vois. Et assez, alors, peut-être pour expliquer aux gens aussi ce que ça veut dire, ça va être aller jouer sur la génétique, donc faire en sorte que des gènes qui ne sont plus exprimés se mettent à être exprimés de nouveau, donc des thérapies génétiques ou des thérapies cellulaires. Donc peut-être aussi aller jouer sur les cellules souches. Ça, c'est mon domaine. Et peut-être que, en fait, c'est un peu comme des briques, tu vois. Si tu voyais ton corps comme un mur, tu as des briques qui commencent à être un peu en mauvais état, fissurées, tu remplaces ces briques par des briques de bien meilleure qualité. C'est un peu ça l'idée d'une thérapie de cellules souches. Donc ces cellules qui sont capables de donner toutes les autres. On va remplacer les cellules qui sont malades par des cellules qui sont toutes neuves, en bonne santé. Donc ouais, on peut finir aussi, alors on va revenir sur ce que tu disais, mais sur la note positive qui est que, certes aujourd'hui on apprend à maîtriser le vieillissement pour le ralentir, voire le stopper, mais demain on pourrait totalement envisager de le rajeunir, de l'inverser. Rien n'est impossible, c'est pas du tout de la magie, mais il faut se dire que aujourd'hui on peut croire véritablement en la science. Je pense qu'on le montre de plus en plus via toutes les technologies qui commencent à nous entourer, sachant que, alors je parle vraiment de technologies qui ont du sens pour l'humain, que l'on maîtrise, qui sont abordables. Je parle du tout des technologies qui sont pas bonnes pour nous et qui sont délétères, mais il y a vraiment tout un pan de recherche très altruiste dans la science qui moi me passionne, et on pourrait vraiment avoir toute une nouvelle approche. Bien sûr, et comme on commence à entendre, comme tu viens de dire exactement, la médecine de demain sera la médecine des 3 P, elle sera préventive, prédictive, Exactement, analysée. Et ce sera à partir de mon modèle individuel, de mon héritage génétique exactement. et de mon profil de vie, eh bien, j'aurai plus ou moins à faire telle ou telle chose, à éviter de faire telle ou telle chose, et je serai en meilleure santé le plus longtemps possible. Et tu vois ici, c'est pour rebondir par rapport à ce que tu dis, que du coup, on verra ça en fait comme un jeu. C'est-à-dire qu'on pourra, plus on comprendra comment on fonctionne, tu vois, plus on se dira, ah ok, donc si j'ai fait cette activité-là, ça agit comme ça sur tel gène, qui du coup agit comme ça sur ma mémoire, et du coup je peux faire ça de manière différente, enfin tu vois, plus on comprendra un peu comment on fonctionne, moins on sera une boîte noire, tu vois, parce qu'aujourd'hui il faut comprendre que la neuroscience et la génétique, ce sont des boîtes noires, on connaît quasiment rien, on sait que à peine 1% de notre ADN code pour des protéines, le reste... c'est vraiment c'est vraiment un livre, un grimoire maléfique qu'on ne comprend vraiment pas encore. Mais tu vois, plus on comprendra, alors, typiquement, c'est les tests, les séquençages ADN, par exemple, connaître son ADN, qui vont nous permettre de comprendre ça. Plus on pourra jouer avec ça. Mais dans le bon sens, genre sans être sans se prendre pour Dieu, mais juste voilà jouer de manière éthique et altruiste avec son corps. Euh, Ça me paraît totalement possible. Et tu sais, je peux peut-être finir aussi là-dessus, c'est que on parle beaucoup de neurosciences parce que c'est le sujet de ce webinaire, mais ce qui fait que le cerveau se sent bien, c'est le jeu. Le jeu, c'est vraiment le secret dans le monde animal. On sait que les lions, par exemple, ils apprennent à chasser en jouant.
C'est les petits qui jouent entre eux et qui du coup font que plus tard ils sont de bons chasseurs. Le jeu c'est le plus important. Et si vous commencez à jouer avec vous-même, à concevoir les choses comme un jeu, l'apprentissage comme un jeu, vous allez vraiment aimer à, euh, à comprendre la science, comprendre notre biologie et agir dessus. Parfait, Terence. Bah, écoute, merci beaucoup. Tu nous as donné des clés importantes en termes de neurosciences. Tu as parfaitement vulgarisé ta matière. Je pense que les messages sont bien passés. Tu as rappelé l'importance à nouveau de l'activité physique, l'importance de l'alimentation, l'importance du jeu que tu viens de dire, l'importance de la génétique, de l'épigénétique et de ce qu'on Ouais, peut faire ou non pour éviter ou pour ralentir, éviter non, mais donc ralentir le vieillissement et peut-être si éviter l'apparition de certaines maladies neurodégénératives. ouais. Donc je suis sûr que ça aura été un webinaire très utile et vraiment passionnant pour les gens qui nous ont écoutés. Merci beaucoup, Terence. Merci à toi, François. Au plaisir de te retrouver très vite. Au revoir. Au revoir.